petit lundi? Bah, c'est la reprise, hein, pluvieuse, malheureusement. Oui. Donc, hasard du calendrier. Aujourd'hui, c'est l'hommage... Total hasard. Totalement. Des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Et ça correspond avec le dernier roman de lecture commune spéciale Tocino, janvier 2025. Exact, c'est donc Primo Levi, Hmm. Si c'est un homme. Donc c'est une autobiographie, parue en quelle année? En 1947, C'est 248 pages. à la base, chez Julliard. Très bien. Avant de rentrer dans le pitch, même si tout le monde s'en doute, qui es-tu, Primo? Primo, c'est un écrivain italien, mais également un chimiste. Hmm. Il est né en 1919 à Turin et décédé en 87 dans cette même ville, toujours Turin, qui se trouve donc en Italie. Il a été déporté en 1944. Oui, mais ça, je vais ce livre. Je vais revenir dans le pitch. Oui, comme tu l'as dit, c'est un témoignage. Il a écrit d'autres œuvres, Mhm. comme La Trêve en 1963. Nous avons aussi La Clé à molette 1978 qui a reçu le prestigieux prix italien Strega. Oui, Voilà, on a déjà parlé de ce prix-là. Oui. Et Maintenant ou jamais 1982. Très bien. Évidemment, il y en a d'autres hein, si vous voulez aller voir. À toi l'honneur, donc, est-ce que tu peux nous faire un pitch? Alors le pitch, bah, c'est Primo Levi, qui est donc chimiste italien, qui va être arrêté parce qu'il participe à une milice antifasciste. Et donc il va être déporté en Pologne, direction le fameux camp d'Auschwitz, où il va être retenu prisonnier de février 1944 jusqu'à janvier, 27 janvier 1945. Et donc on va connaître le mode de vie durant ces 11 mois au lager, comme il l'appelle, au camp. Très bien. Donc là, tu as le point de vue d'un homme qui travaille, je pense. Oui, totalement. Ah, il y a une chose primordiale à dire à propos de ce bouquin-là. Cette chose, c'est le point négatif le plus mis en avant par ceux qui n'ont pas aimé, mais c'est aussi le point positif mis en avant par ceux qui ont adoré. Qui ont adoré lire ce livre, quoi. Oui, totalement. Parce qu'à savoir qu'on en trouve beaucoup sur ces thèmes-là. Bah beaucoup, il y en a 3. Le triptyque essentiel, on va dire, c'est quoi? C'est le journal d'Anne Frank, La nuit de Vézel, et c'est celui-là. C'est les 3 primordiaux qu'il faut lire. Là, on est dans du non-fiction, hein, qu'on soit bien d'accord. Ah oui, autobiographie, c'est un témoignage. Oui, c'est totalement ça. Et donc, pour ce témoignage, comme tu le dis, il a voulu dépassionner au maximum ses écrits. Il a écrit pour informer, pour rendre compte, pour témoigner. Pour lui, afin d'être plus crédible, il fallait enlever toute la haine et tout le pathos. Il est comme un sociologue, en fait. On a droit à quoi? À des données quasi cliniques, c'est presque, et pour les Allemands c'était ça, c'était de l'expérimental. Et donc il va donner du factuel sur ce qu'il a vécu là-bas. Il est le témoin et il veut que ses lecteurs soient les juges. Donc on part sur ce postulat. D'accord. En gros, il ne se plaint pas. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de pathos. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de... Alors ça, on va le voir après. Donc, il y a pas mal de livres aujourd'hui qui traitent des camps de concentration. Mais est-ce que dans celui-ci, ce témoignage, donc, on apprend quelque chose de nouveau ou un autre point de vue? Parce que je sais que j'ai déjà lu le point de vue d'une femme, mais ça se passe dans un camp de femmes. Différent. Ça, tout dépend de la culture de chacun. Moi, je sais que j'ai appris des choses. Premièrement, moi, je pensais qu'il y avait une certaine solidarité entre les prisonniers, entre les communautés. Pas du tout. Chacun est soit un ennemi, soit un rival. Parce que il y a la délation à 100%. Tu fais tomber ta cuillère en bois, le voisin d'à côté il te le vole. Tout ce qui peut te nuire sera un avantage pour l'autre, pour bien se faire voir auprès des Allemands. Donc il n'y a aucun rapprochement de patrie, de langue, de communauté, de religion. Non, c'est vraiment, t'es seul au monde. Voilà. C'est vrai, hein, j'ai lu ça aussi, j'étais trop en mode, mais je pensais qu'il y avait de la solidarité, je pensais qu'ils étaient compréhensifs dans leur malheur, quoi. Voilà, mais pas du tout. Un truc que j'ai appris, et je ne savais pas du tout, c'est qu'il y avait un énorme trafic à base de troc, d'échanges, de ventes. Leurs journées sont rythmées avec ça. Voilà, c'est la bourse, comme il l'appelle là-dedans, et tout se négocie. Hein.
vraiment tout pour procurer l'essentiel, vital, on va dire. Évidemment, il y a le thème majeur de ce bouquin-là, c'est quoi? C'est la déshumanisation totale que vont devoir affronter tous les prisonniers, imposés par les Allemands, parce qu'ils voulaient quoi? À terme, ils voulaient avoir des troupeaux de bêtes qui ont perdu toute humanité, tout espoir, et qui sont dans l'indifférence pure face à tout. Arrivé à un moment, le corps répond plus, le cerveau répond plus, t'as plus de conscience, t'as plus de culture, t'as plus d'intelligence, à la limite tu crains même plus le froid, ni la faim, ni les coups, ni les menaces, ni même la mort. Tu perds la réalité totalement. Et ça, c'est extrêmement bien retranscrit là-dedans. Et ce qui a sauvé Primo Levi, il faut savoir que Auschwitz, c'est 98% de décès. Et donc lui, il fait partie des 2%. Pourquoi? Parce qu'il avait une fonction. La fonction de chimiste, ça lui a vraiment sauvé la vie. Il est tombé malade à un moment opportun, c'est-à-dire que quand les Russes étaient à 80 km, les Allemands ont pris les 20 000 personnes qui étaient valides pour fuir. Entre le froid et tous ceux qui ont été fusillés, il y a eu 20 000 personnes massacrées en une journée. Lui, il est resté au camp et ça lui a sauvé la vie. Il a eu la chance, il le dit lui-même, énormément de chance, mais aussi ces quelques amitiés ou élans humains qu'il a eu avec telle ou telle personne et qui ont pu lui faire garder cette humanité, à garder une âme grâce à ce très peu de choses au final. Donc à la fin, il y a un appendice, c'est comme une sorte d'épilogue. Ça n'a rien à voir avec le roman, hein, mais c'est placé à la fin. Et de ce que j'ai compris, il donne des conférences. Oui. Donc il reçoit pas mal de questions, et là il y répond dans les questions qui reviennent le plus souvent. Oui, c'est les 10 questions qu'il reçoit le plus souvent, et c'est aussi au moins intéressant que sa biographie, et il répond très très concrètement à diverses questions, comme il met en avant le fait qu'il ne ressent aucune haine pour les Allemands, parce que chaque jour c'était différents soldats auxquels qu'il côtoyait, tu vois, différents responsables, différents SS, etc. Et donc il n'a jamais réussi à mettre un visage sur quelqu'un. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais ça va au-delà de ça, parce qu'il ne faut pas non plus... Pour lui, les Allemands, c'était des gens comme tout le monde, des gens médiocres. C'était pas ce qu'on peut imaginer. Par exemple, et c'est pourquoi il n'a pas voulu retranscrire la haine dans ce bouquin-là, c'est parce que il n'a jamais pu comprendre pourquoi il s'est passé tout ça. Tout ce qui est Shoah, antisémitisme, fascisme et tout ça. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Et c'est tant mieux, voilà, parce que tant mieux si on ne trouve pas de sens, parce que expliquer, c'est déjà un pas sur la justification. Et ça, il en est hors de question. Ça répond aussi à ceux qui demandent, oui, mais pourquoi on ne ressent pas l'émotion, l'empathie, etc., etc. C'est véritablement fait exprès. Et la deuxième grande question, c'est pourquoi vous n'êtes pas sauvé au final? Et là aussi, j'ai appris pas mal de trucs. C'est que si tu faisais une tentative de fuite du camp, déjà avec toute la délation qu'il y a tout autour, tu n'avais aucune chance. 2, si tu arrivais à partir, tous les voisins de Chambray, si on peut dire ça comme ça, étaient exécutés. Si on retrouvait ta famille, exécutés. Ils avaient des sabots de bois, donc niveau discrétion pour partir, impossible. Mais la principale question, c'est une fois dehors, tu fais quoi? On est en Pologne, il fait -20, il y a de la neige. Puis tout le monde veut ta tête, quoi. Voilà. Enfin, ils te voient, bon, ils te balancent. Voilà, t'as un tatouage sur le bras, t'es habillé avec des pyjamas rayés. Oui, ouais. Les voisins, ils avaient consigne d'appeler directement les SS parce qu'ils gagnaient des choses à dire ouais, voilà, dans le jardin, j'ai un type. Donc, impossible, quoi. Au moins, dans le camp, ils avaient au moins une soupe et un lit d'assuré. Même si c'était l'horreur, hein, évidemment. Mais s'enfuir, c'était la mort qui était assurée. Il y a des choses aussi qu'on apprend hallucinantes. C'est-à-dire qu'avant 44 et 45, tu avais des juifs qui carrément se rendaient auprès des Allemands, des autorités allemandes, en disant nous, voilà, on est là, on veut simplement se conformer à la loi, donc on est là. Ils n'avaient aucune conscience que les choses allaient jusque-là, quoi. Oui, que les choses pouvaient prendre cette tournure-là. Depuis ces événements,
Il n'y a pas que ce génocide-là. D'ailleurs, on en a parlé aujourd'hui à la télé. L'ONU reconnaît 3 génocides, comme on a vu là, le Rwandais et l'Arménien, voilà, et celui-là. Et à chaque fois, c'est une perte d'innocence de la part de l'humanité entière. Donc moi, ce que je tenais vraiment à dire, c'est que c'est pas on ne doit pas appréhender ce livre comme un livre de divertissement ou même comme un livre normal, tu vois. C'est un témoignage, Primo Levi l'a voulu comme ça, c'est un témoignage offert au monde. C'est un savoir universel. Et pour moi, ce livre-là, c'est l'humanité qui apprend. Donc c'est pour ça que le juger ou le critiquer de façon lecteur, c'est pas possible, c'est un subjectif. Fait réel, non, il faut voir ça. C'est une autobiographie, on peut pas. Voilà, il faut voir ça d'un point de vue global, je pense. C'est un savoir, c'est un savoir universel, c'est plus qu'un livre. Certains parleraient même de symboles. Eh bien écoute, on ne va pas le noter parce que bon, c'est une lecture commune. Est-ce qu'on note les lectures communes? Non. Non. C'est très important à dire. C'est pour ça aussi, parce que c'est vraiment la grande question. Pourquoi on n'a pas de haine et de pathos et de souffrance, etc. Même si on la ressent, faut être très clair là-dessus. Si les mots ne sont pas dits, le lecteur le ressent au plus profond de lui-même. Et puis même si t'es pas bouleversé, l'enjeu n'est pas là. Mais ce que je tenais à dire, c'est que là, ce qu'a voulu faire, c'est justement, certains, j'ai vu les critiques, certains, s'il y avait eu tous ces détails et toute cette souffrance, etc., certains n'auraient pas pu le lire. Tu vois, oui, comme, ouais. et ça c'est un bouquin que je conseille, parce que là, vous commencez à me connaître. Quand on aborde un sujet, c'est bien d'avoir les 2 sons de cloche, les 2 faces de la pièce. Donc moi, évidemment, je recommande cette lecture, mais je recommande aussi La mort est mon métier de Robert Merle, incroyable livre, où c'est la biographie du concepteur des chambres à gaz. Justement, dans Robert Merle, on a tous ces détails et beaucoup n'ont pas pu aller. Les détails? Il a créé les chambres à gaz, mais il n'était pas d'accord avec ce qu'ils allaient en faire. Comme la moitié des personnes. Ils ont fait ce qu'ils ne voulaient pas faire, mais ils l'ont fait quand même. Un détail comme ça. Au départ, il les faisait brûler. Et il récupérait la graisse des corps pour faire des savons. Mais arrivé à un moment, on lui a dit non, mais ton concept là, c'est pas bon parce qu'il n'y en a pas assez qui brûlent. Il n'y a pas assez de morts par jour. Donc il faut inventer un nouveau concept. Et là, il le dit, il a commencé à se casser la tête, à faire des plans. Comment tuer le plus grand nombre de gens en un minimum de temps. Donc, on ne peut pas conseiller ça. Moi, je l'ai lu, et c'est là que je voulais en venir. Certes, beaucoup ne peuvent pas aller à la fin, tellement ils sont bouleversés. Et c'est compréhensible. De Robert, là? Oui. C'est pour ça que ce bouquin-là, vu qu'il n'y a pas les détails, si, il y a les détails, mais vu qu'il n'y a pas le pathos, c'est abordable quand même, d'un point de vue mais t'es surtout pas du côté des coupables, là. Enfin, je sais qu'il prend aucun parti, comme tu l'as dit, mais bon. Mais t'as pas besoin d'un bouquin pour savoir de quel camp il faut se placer. Oui, mais toi, t'arrives à départager l'homme et l'écrivain ou ce que tu veux. Ouais. Moi, pas. Donc, c'est sûr que le Merle, là... Non mais Robert Merle, c'est pas lui, hein. Robert Merle, il a écrit sur la personne, c'est pas une biographie, attention. Hein. Oui, c'est pas lui le concepteur, ça j'ai bien compris. Lui, il retranscrit. Robert Merle, c'est un grand écrivain français, hein. Il en a fait beaucoup, et c'est des livres illustres. Mais La mort est mon métier, même si le sujet est atroce, c'est horrible, il faut le lire. Je vois pas l'intérêt. C'est une pièce majeure de l'histoire. Pourquoi faire? Te mettre dans le mal? Pour apprendre quoi? Pour apprendre, c'est un devoir de mémoire. On est là pour apprendre. Ce bouquin, c'est apprendre. T'apprends du côté de celui qui a tué. T'as rien à apprendre de ce côté-là. Eh ben si, le pourquoi. Pourquoi on est arrivé comme tu le dis, sinon il y a une justification. Pour faire des savons. Non mais ça c'est... Mais j'aurais préféré pas le savoir. Non mais le coup des savons, c'est accessoire, c'est qu'un détail. C'est comme pourtant j'en ai vu des reportages et j'en ai lu des bouquins. Mais jamais de ce côté. Ça m'a pas manqué. Bah, on finira avec la citation prophétique de Heine. Heine, c'est un poète juif, c'est dans le bouquin et j'ai trouvé ça incroyable, surtout que elle est placée à la fin et ça résume vraiment. Il dit les gens capables de brûler les livres seront capables de brûler les hommes. De savoir quoi. C'est vraiment prophétique quoi. Ouais, 100 ans avant les événements. Ah d'accord, ok.
On remercie Tocino pour cette lecture commune de janvier. Oui. C'était vraiment très fortement agréable et très bien choisi. Donc, c'était quoi ton livre, ton roman préféré de cette lecture commune? Alors, j'ai pas tout lu. J'ai lu Cadavreschi, j'ai lu Joueur d'échecs et j'ai lu Algernon. Hein, c'est la base, Algernon. Moi, je prends Algernon. Après, évidemment, c'est pas le même thème, c'est pas écrit pareil, mais Algernon. Moi, c'est Cadavreschi. Voilà, je m'en souviendrai et je le recommanderai à tout le monde. Et il ne faut pas oublier qu'il y a son nouveau qui va sortir cette année. Ah oui. Ah, celui-là, je vais me jeter dessus direct. Très bien. Voilà. À part ça, merci en tout cas Tocino, parce qu'en plus, il nous a choisi des formats plutôt courts. Oui. Donc, c'est bien, éviter de nous recommander des pavés, parce qu'en fait, on se rend compte que 5 là, c'est un rythme à tenir. Oui, exactement. On va choisir cette semaine qui sera le nouveau ou la nouvelle élue pour cette lecture commune. Et là, dans la semaine, on recommandera les 5 bouquins. Quoique février, il y a 4 week-ends. Donc là, ça sera les 4 bouquins. Très bien. Moi, à part ça, j'ai vu, je crois que c'est Delphine, qui a dit qu'elle avait Les voleurs d'innocence dans sa pile à lire et qu'elle allait le remonter. Oui. Bon, Delphine, t'emballe pas, parce qu'au final, moyen. Voilà, c'est bien dommage. Il y a beaucoup trop de mystère et de suspense dès le début. J'en suis à la page 250, 260. Ouais, pas satisfaite. C'était bien parti, malheureusement. Ouais, non, là, ça commence à être très long, donc j'attends. On ressasse un peu pas mal les mêmes choses. On a compris que la mère, elle a un petit problème, ou un don surnaturel. Ah. On peut appeler ça comme on veut. Mais non, c'est lent. C'est lent. Et il y a quoi, 400, 500 pages Et quand même 260, là, j'ai l'impression que j'avance pas. On te fait mijoter sur un truc, là, pendant 200 pages, et le truc, il se passe en 3 lignes. Moi, je suis pas trop d'accord. Bon. Donc, on verra ce que ça va donner. Moyen pour l'instant. Toi, du coup, que vas-tu enchaîner après ça? Là, j'ai commencé la dystopie de notre auteur, Service Presse. Walkout. Très bien. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, bonne atmosphère. Je lirai. Bon, écoutez, bonne lecture. Hein. Merci à vous et bonne soirée. À très vite.